Je m'appelle Benoît Pisanu, je suis chercheur, je m'intéresse aux espèces exotiques envahissantes. Je pense que la mauvaise réputation du surmulot est surfaite et je cherche à connaître sa place et son rôle dans la biodiversité en ville. Je suis Pierre Falguerac, spécialiste de la lutte raisonnée contre les rats. Et je maintiens que l'on peut vivre en parfaite harmonie avec les rats si on apprend à les connaître, parce qu'eux, manifestement, nous connaissent mieux que nous les connaissons. Voici votre ennemi, le rat. Il s'appelle différemment dans les différents pays, mais dans toutes les langues, il est connu comme vandale. Pendant des siècles, l'homme a combattu sans l'arrêter la destruction et la maladie causées par ces vandales nocturnes. À la différence d'un système écologique naturel possédant toute une variété d'animaux et de plantes, la ville est dominée par une seule espèce. Ici, l'homme a pris possession de tous les recoins écologiques. La plupart des autres animaux ont été délogés, souvent obligés de disparaître. À première vue, ce qui semble le plus sauvage dans la ville, ce sont ses habitants humains. Allô, allô, campagne générale de dératisation. Distribution gratuite de produits raticides à la voiture haut-parleur. Campagne générale de dératisation. Dans la famille, tout le monde en est mordu. Une manière originale aussi de responsabiliser les enfants. Futé, affectueux, sociable, curieux de tout, le petit animal rassemble de nombreuses qualités. Pas dans le bac, mets-toi au-dessus. Et moi j'y vais pas, Bouba, lève, filme, regarde, il y en a combien? Ouah, gros! Ouais, 1 million de rats, wesh! Les rats sont-ils nuisibles dans les villes? Non. Les rats sont des êtres commensaux. Ça vient des Romains. Ça signifie littéralement qu'ils s'invitent à notre table sans trop nous nuire. Apparemment, ils nuisaient beaucoup moins aux Romains qu'à nous, aujourd'hui. Le rat est un opportuniste. Il est guidé par un odorat qui est 10 fois plus discriminant que celui du chien. Et comme il a un gros appétit, il consomme entre 5 et 10% de l'équivalent de son poids chaque jour. Il se rapproche en priorité d'une source de nourriture, dans le cas du surmulot, de préférence carnée, et il va chercher à creuser son terrier le plus près possible de cette source de nourriture. Et il ne sortira de son terrier que pour manger, boire, ronger ses incisives hypsodontes à croissance continue, donc il va ronger tous les matériaux, sauf le béton et l'acier. Et il va stabiliser sa population en fonction de la quantité de nourriture disponible et des opportunités de nidification. Tant que les rats consomment des déchets que nous ne savons pas bien débarrasser, que nous n'avons pas su nettoyer, ils ne sont pas vraiment nuisibles. Quand ils font leur terrier dans le limon des avaloirs d'égouts, ils affaiblissent ce limon et ils permettent, lors d'épisodes orageux violents, le lessivage de ces avaloirs. Donc, ils participent au bon entretien des égouts. Ils y mangent le peu qu'il y a à manger, mais ce qui est certain, c'est que si les rats se réfugient dans des endroits souterrains, comme les égouts, c'est pour mieux en sortir, pour manger ce qu'il y a en surface, parce qu'il n'y a rien à manger en bas. Donc, les rats ne sont pas nuisibles si la cité est organisée pour vivre en harmonie avec lui. Force est de constater que toutes les villes ne sont pas égales. On parle beaucoup de Paris depuis 3-4 ans, mais on ne parle pas du tout de Toulouse, qui construit aussi un métro et qui n'est pas confronté au problème des rats comme Paris. Je pourrais citer aussi un de mes clients, la Principauté de Monaco, où on compte les rats sur les doigts d'une main, puisque la ville est extrêmement propre et les égouts ne sont pas favorables pour que les rats puissent y nicher. Donc le rat n'est pas si nuisible que ça, quand on le connaît bien et qu'on sait vivre en harmonie avec lui. Malheureusement, on n'apprend pas à l'école à vivre en harmonie avec le rat. Le problème est principalement ici. Oui, effectivement, je partage en fait la grande majorité de ce que vous venez de dire. C'est effectivement un animal qui vit depuis fort longtemps avec l'homme. On dit qu'il a été introduit, on va dire, les historiens disent qu'il a été introduit à la fin du XVIIIe siècle, on va dire, en Europe, mais probablement avant. Encore faut-il encore un petit peu gratter sur un certain nombre d'informations, mais il est probablement d'origine plus ancienne. Et par rapport au film qu'on vient de voir, on voit bien une dimension importante de l'appréciation
du citoyen dans la ville, comme vous le faites remarquer, qui, à mon avis, est déterminante dans notre approche à la fois des éléments de sa connaissance et d'amélioration de sa lutte un peu plus raisonnable et raisonnée. Et donc c'est effectivement là où je pense qu'il y a un élément crucial à bien faire comprendre. L'école y participe, mais les médias, les experts y participent aussi, d'essayer de faire justement en sorte que un certain nombre de débats passionnés, qui d'ailleurs au-delà du rat, concernent y compris la vie dans les villes, la biodiversité dans les villes, quelle qu'elle soit. Et donc en fait, tout cet ensemble de questionnements, en tout cas moi, m'anime de telle manière à poser un certain nombre de questions par rapport à d'éventuels défauts, d'éventuelles lacunes que l'on pourrait avoir sur ces animaux qui vivent dans ces grandes cités urbaines qui ont été complètement modifiées, qui représentent des nouveaux milieux qui sont extrêmement mouvants et qui sont perturbés au gré des comportements de la multitude qui y habitent. Et du coup, comment un peu réconcilier effectivement un certain nombre de citoyens pour essayer de se réapproprier ce milieu naturel, le gérer le plus raisonnablement possible, parce que quand même, n'oublions pas, le rat pose un certain nombre de problèmes de risques sanitaires, économiques, et peut-être même en termes de biodiversité. Et donc, c'est tout un ensemble de questionnements, moi, qui me motive aussi. Tout à fait. Alors, je pense que, comme je l'ai souligné dans mon premier livre, ce qui manque, c'est l'éducation sur le rat. C'est quand même curieux qu'on apprenne les microbes dès la maternelle pour apprendre à se laver les mains. On apprend l'hygiène depuis. Mais on a perdu le rat en route, parce qu'on s'est intéressé au rat trop tard. Et on l'a perdu à l'école. Si on connaissait bien mieux le rat, on en aurait moins peur. Et on saurait beaucoup mieux comment se préserver de ses méfaits. L'éducation nationale, malheureusement, est un pachyderme qu'il est difficile de remuer. Et avant que le rat réintègre les programmes, je crois que ça sera aux médias à faire le nécessaire. Présenter le rat sur ce qu'il est vraiment. C'est pas un ami, mais c'est loin d'être un ennemi. D'autre part, en matière de recherche, on a quand même l'avantage de bénéficier des recherches qu'ont fait les Nord-Américains depuis l'entre-deux-guerres et depuis l'après-guerre. La recherche sur les rats, en fait, elle démarre avec la découverte de la bactérie Yersinia pestis par Alexandre Yersin en 1894, par le mode de transmission de la peste par Paul-Louis Simon en 1896. Là, on réalise, à une époque où les scientifiques ne croient pas que les insectes puissent donner des maladies, on réalise que c'est la puce du rat noir qui donne la peste. Et ça déclenche des études sur les rats dans le monde entier. Et on a une étape importante en 1914 avec Bacot et Martin qui démontre que les puces capables de donner la peste se comptent sur les doigts de la main. La puce du surmulot, par exemple, ne peut pas donner la peste. On sait aujourd'hui, en réunissant toutes les connaissances sur le rat, on sait comment il vit, comment il est organisé en société, comment il prolifère ou ne prolifère pas. Moi, je considère qu'on sait tout sur le rat. On n'a plus grand-chose à apprendre sur lui. Il faut juste aller chercher l'info là où elle se trouve. Alors, effectivement, là, pour revenir sur le problème du rat noir et de la peste, parce que je pense que c'est un point vraiment crucial de la perception que vont avoir les citoyens aujourd'hui, d'une crainte probablement liée à un amalgame lié à la peur de la peste. Rappelons vraiment, je réinsiste sur ce point-là, probablement un point extrêmement important, c'est bien le rat noir qui a une origine complètement différente et qui est une espèce différente de celle du surmulot, notre rat d'égout qu'on voit la plupart du temps, qui a été engagé dans les grandes épidémies de peste et notamment le rôle de la fameuse puce du rat noir, alors que le surmulot n'y est pour rien. Hein, j'insiste là-dessus. Une des dernières, je crois, épidémies de peste qui a eu lieu à Madagascar, ça doit être en 2014, si ma mémoire est bonne. Chaque année. Et chaque année, il y a une réémergence, résurgence, donc qui est liée au rat noir. Alors, en ce qui concerne le surmulot, de manière très surprenante, d'autres collègues m'avaient ramené des individus qu'ils avaient retrouvés morts et qui étaient entièrement noirs. Ventre noir, dos noir. Et ça a été ma première surprise. Oui. Et des analyses ont montré que, du coup, en fait, il s'agissait bien de surmulots avec une grande variabilité de la couleur du pelage. Et ça, moi, ça nous a interrogés, et nous a interrogé l'équipe en disant, mais ne reste-t-il pas du rat noir quand même autour de Paris ?
Et cela nécessiterait de faire une exploration un peu plus globale d'un certain nombre d'endroits où ils seraient susceptibles de rester. Les clients que je reçois en formation, les professionnels, parlent encore de persistance de rats noirs en centre-ville, dans les cœurs historiques des villes. Mais c'est surtout à la campagne qu'on le rencontre. Campagne. Surtout à la campagne. Et donc, je pensais que, justement, par exemple, une amélioration de la connaissance de la distribution, sachant que le rat noir, je crois, en fait, quand même, aime bien les milieux, en tout cas, peut survivre dans les milieux élevés et secs. Alors que le surmulot, c'est en bas, à terre humide. Et donc, essayer d'identifier peut-être des populations reliques de rats noirs. Ça, c'était la toute première chose. Plein d'études ont été réalisées, en fait, en France aussi, depuis ces 50 dernières années, 60 dernières années. Mais vraiment, par exemple, dans une grande ville comme Paris, on manque cruellement d'informations, de la distribution. Où est-ce qu'ils sont réellement? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir des points d'observation pour rattacher et mettre en relation leur présence, sachant qu'ils sont probablement partout? Mais, par exemple, moi je fais référence à une étude de la ville de Salzbourg, en fait, qui montre que, par exemple, les rats, quand même, les surmulots aiment bien, dans cette ville-là, les zones végétalisées avec des sols profonds à côté des cours d'eau. Mais est-ce que ce sont les seuls lieux? Moi, c'est une question qui m'interroge. Je suis relativement d'accord avec ça. Ce sont des animaux propres. Ceux qui élèvent des rats peuvent en témoigner. Dans la nature aussi, ce sont des animaux très propres. Le problème des rats, c'est que, avec les incisives ipsodontes qui poussent en permanence, ils vont créer des dégâts dans notre environnement, notamment des dégâts électriques, des affaissements de chaussées, de trottoirs, ce qui va occasionner des chutes. Donc, ce n'est pas une bonne chose de considérer qu'ils sont inoffensifs. Ils sont loin d'être inoffensifs. Ce n'est pas leur faute si le biotope urbain est plein de plastique et d'électricité, mais c'est à nous à répondre au rat. Il ne faut pas le laisser faire, pour notre sécurité. Je ne pense pas, ensuite, que les campagnes qui ont été orchestrées ces dernières années pour stopper le génocide des rats, pour adopter un rat, comme on l'a vu dans le métro, ça c'est symptomatique de gens qui ont une vision parcellaire de la chose. Et c'est dommage parce que ça perturbe le grand public dans ce que devrait être la perception exacte du rat. On ne peut pas nier le fait, en tout cas la phrase telle qu'elle a été montrée, est un petit peu trop exagérée au sens où on souhaiterait montrer une image du rat qui est sympathique, propre, etc. Bon, comme n'importe quel animal sauvage, ce sont des animaux propres. Voilà, ils s'organisent, etc. Quand ils sont sales, c'est qu'ils sont malades eux-mêmes. Tout à fait. Et voilà, hein, comme tout un tas de problèmes. Il ne faut pas, effectivement, et je suis tout à fait d'accord aussi, minimiser les risques sanitaires, économiques, et éventuellement même aussi, si on réfléchit sur la nature en ville, peut-être leur impact sur la biodiversité en ville, comme on peut le voir par ailleurs dans le milieu sauvage. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas raison pour les vouer aux gémonies comme on a pu l'entendre, ou les sanctuariser comme on pourrait aussi l'entendre. Tout à fait, tout à fait. Il faut bien évidemment accroître, de mon sens, une certaine connaissance qui peut malgré tout être encore défaillante sur certains de ces points, pas tous, hein, puisqu'on a encore une fois beaucoup travaillé, pour aller un petit peu plus loin, pour essayer d'avoir un discours un peu plus raisonné, raisonnable autour de cet animal. Mais ce qui est très marquant, c'est qu'on a du mal à avoir la communauté médicale, par exemple, nous donner des informations claires, précises, par exemple sur l'incidence de la leptospirose, parlons de la maladie véhiculée par le rat, et que cette incidence-là nous manque. Alors, il y a une recrudescence de la leptospirose depuis une dizaine d'années qui est concomitante à la recrudescence, si l'on peut dire, des loisirs nautiques en rivière ou en lac, où là, les réservoirs de leptospirose sont le ragondin et le rat musqué, pas le surmulot. Les seules personnes exposées à la leptospirose du surmulot, ce sont les égoutiers, qui doivent être vaccinés. Benoît Pisanu, les études qui démontrent que les rats sont porteurs de 16 virus, etc., si on regarde dans le miroir de l'histoire, le surmulot n'a
jamais été responsable de zoonose. Jamais. Pourquoi craint-on qu'il le devienne demain? Pourquoi se mettre un martel en tête et se faire peur? Parce que les moyens d'investigation modernes permettent de remarquer aujourd'hui qu'ils portent 18 microbes alors qu'il y a 10 ans, on n'en trouvait que 4. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Si le rat sur mulot était vecteur de maladies, l'espèce citadine serait décimée depuis qu'il y a des égouts en ville. Ben, j'approuve encore, je suis vraiment dans ce sens-là. Il y a donc un certain nombre de problèmes et là encore, je pense qu'on manque peut-être un petit peu, toujours pareil, de suivi régulier dans le temps, d'échantillonnage, etc. Alors, c'est réalisé en partie, mais pour quand même malgré tout rassurer la population, qui reste encore avec une grande crainte. Donc là, il faut, à mon avis, malgré tout, promouvoir une démarche de précaution. Et c'est tout l'objet, en fait, de la gestion raisonnée, raisonnable. Alors, avoir un principe de précaution en tête, et puis avancer pas à pas, et tenter d'évaluer avec des outils les plus précis possibles, sachant que c'est très compliqué. Et comme vous le faisiez très justement remarquer, un des points clés, en fait, et qui nous manque cruellement, c'est de savoir combien il y en a. Combien y a-t-il de rats? Puisque vous avez complètement raison, tous les risques sont associés à leur nombre. Quand on les laisse déborder, c'est là où les problèmes arrivent. Et du coup, moi, ma démarche de chercheur aujourd'hui, j'en suis arrivé à cette question-là, c'est que je me suis aperçu que, autant dans d'autres types de milieux plus sauvages, c'est malgré tout relativement facile à attraper, étudier, pour essayer de savoir combien il y en a. Mais là, en ville, j'étais extrêmement surpris. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai posé quelques pièges au Jardin des Plantes pour tenter d'en attraper quelques-uns. Et ben, ils ne sont pas rentrés dans les pièges. Ben non. Et les déjouent. Et ça m'a posé une vraie question. En l'état actuel des choses, la réponse est non. Le problème que vous avez évoqué à l'instant avec des pièges dans lesquels les rats ne sont pas rentrés, c'est toute la problématique de l'appâtage. Pour qu'un rat s'empoisonne, il faut qu'il soit attiré par l'appât. Ce qui suppose que l'appât est plus appétissant que sa nourriture habituelle et placé au bon endroit pour qu'il ait envie d'aller jeter un œil sur ses narines sur cette nourriture-là. C'est tout le problème de la dératisation. Si on veut utiliser seulement des pièges, il n'y a qu'à voir l'échec que connaît une grande capitale européenne en matière d'utilisation de pièges. En matière de lutte chimique, on peut faire des miracles. Rappelons qu'il existe une norme, la norme 166-106, qui prescrit aux dératiseurs comment procéder sur un chantier. On doit commencer à évaluer, avec des indices de présence, le nombre de rats présents, puisque c'est ça qui va conditionner la quantité d'appât nécessaire. Donc il est tout à fait possible d'adapter une dératisation chimique au nombre de rats présents. Le problème, c'est que si on ne connaît pas comment vivent les rats et surtout comment ils s'alimentent, on a tout faux. Comment vont s'alimenter les rats? Il y a une hiérarchie sociale chez les rats. Il y a des rats alpha, bêta et oméga, et cette hiérarchie est basée sur la force physique. Un rat commence toujours sa vie en étant de dernier rang parce qu'il est trop jeune, immature et pas assez fort physiquement. Il peut devenir bêta ou alpha et il la finira toujours oméga. Quand les rats vont manger, ce sont les alphas qui mangent d'abord et ils écartent des points de nourrissage les bêtas. Les bêtas vont manger ensuite et ils écartent des points de nourrissage les omégas. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'appât posé, ça ne fonctionnera pas. Il faut adapter l'application des raticides, des produits biocides, des anticoagulants, à la réalité du terrain. Or, depuis 40 ans qu'on utilise en grand les anticoagulants, on pose des boîtes partout sans se poser les questions préalables de l'endroit où il faut les poser et la quantité qu'il faut en mettre. Donc, en l'état actuel des choses, on ne peut pas se passer de la dératisation chimique. De toute façon, pour les égouts, c'est la solution la plus pertinente sur le plan économique par rapport au système de piégeage. On a encore besoin. Le problème, c'est la qualification des gens qui les posent. Alors effectivement, la lutte, c'est un vrai sujet. Je crois savoir que les réglementations actuellement sont en train de changer.
il y a des négociations, je crois, au niveau Union européenne qui tendent à indiquer que de réglementer, en tout cas, l'emploi de la lutte chimique sur tout un ensemble de plans. Il va falloir modifier l'utilisation d'un certain nombre de molécules. Et ça pose un véritable problème aux gestionnaires. Comment faire en sorte d'optimiser la lutte en ayant moins d'outils chimiques? Ce qui répond un tout petit peu à la question de l'internaute. Donc, pour répondre clairement à la question de l'internaute, je vais être très clair aussi, non. On ne peut pas éviter, à un moment donné, la lutte chimique, parce que c'est celle qui va être, au moment le plus critique, le plus efficace pour agir. Maintenant, avoir toute une palette et toute une gamme de luttes différentes selon les situations peut être intéressante. Bien sûr, et c'est là où, par exemple, comme on revient sur les indices de présence, tout un ensemble d'éléments d'information qu'il faut avoir au préalable sur la zone que l'on va traiter, essayer dans... Alors ça, ce sont des démarches qui sont bien utilisées, y compris par la gestion du rat, pour essayer de limiter leurs impacts sur la biodiversité dans les îles. Je dirais même, il y a une chose peut-être un peu provocatrice, mais par moment, quand on fait une étude d'impact au préalable pour savoir comment on va faire, il faut aussi toujours garder présent à l'esprit qu'il est possible que ne rien faire soit le mieux. Je prends un petit exemple qui va être un petit peu tiré par les cheveux, mais si on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 ou 4 ou 10 rats qui se baladent dans un grand parc, ça ne sert à rien d'aller envoyer... Laissons-les vivre. Voilà. Tout à fait. Par contre, on sait aussi le potentiel reproducteur énorme de cette espèce, qui peut très vite, s'il y a beaucoup de nourriture... S'il y a beaucoup à manger. S'il y a beaucoup à manger, se développer. Et donc, comment mettre au point des indicateurs de l'estimation de leur abondance dans le temps, en tout cas avoir ce regard-là, pour à un moment donné essayer d'utiliser une palette la plus large possible de piégeage, sachant que effectivement la lutte chimique reste la plus efficace actuellement. En termes de rapport qualité-prix, oui. Tout ce que vous venez de dire, ce sont des choses que devraient mettre en place les professionnels. Ils sont certifiés pour mettre en place la norme dont je parlais tout à l'heure. Le problème sur le terrain, c'est que ce sont des poseurs de boîtes. Voilà pourquoi on a des rats qui résistent aux anticoagulants. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème de l'appétence de l'appât par rapport à la nourriture habituelle des rats, les dératisations ne fonctionneront pas. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe. Voilà, c'est tout. Un bon professionnel qui a de l'expérience de terrain, en quelques minutes, il faut qu'il repère ce que les rats mangent, les pistes de cheminement pour savoir où ils nichent, où est-ce qu'ils boivent, question fondamentale dans le cas du surmulot. Donc il sait où poser les appâts, et en fonction de la nourriture, il sait quel type d'appât il doit mettre. Et moi je préconise l'amélioration de l'appétence des appâts, avec adjonction de saveurs culinaires qu'on a dans la cuisine. Ça suffit pour réussir une dératisation.